That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Je disais hors caméra à mon invité, c'est un générique westernien et on est bien tombé parce qu'aujourd'hui on va parler d'un cinéaste pas que de western, mais bon, c'est pas en tout cas c'est un genre qui est très important hein, le concernant. Ce cinéaste c'est Sam Peckinpah, très connu. Le cinéma de Sam Peckinpah, c'est un livre aussi, c'est un livre écrit par Alain Créchoucy. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. C'est bon, c'est bon. Bon, bah superbe. C'est édité chez nos amis de Leitmotiv. Je remercie Jean-François Jeunet pour la conception, l'aide apportée à la conception de cette émission. Et je vais de suite lire votre petite biographie qui se trouve dans la 4e de couverture avant de vous demander comment vous allez, parce que je trouve que ça a un lien très fort avec Sam Peckinpah. Alors, vous êtes auteur d'ouvrages sur Céline et sur les auteurs négligés par l'institution universitaire. Et vous avez également donné durant plusieurs années des cours sur l'adaptation et les rapports de la littérature et du cinéma. Négligé par l'institution universitaire. Est-ce que Sam Peckinpah, on pourrait dire qu'il a été négligé par les institutions cinématographiques? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Donc peut-être pas quand même, peut-être pas. Je dirais qu'il est peut-être, il est sans doute sous-estimé, mais il n'est pas négligé, il n'est pas méconnu, il n'est pas oublié. Et alors, question même université, il y a plusieurs thèses, de nombreux essais, des colloques, des articles aux États-Unis sur Sam Peckinpah. Alors maintenant, avec la vague woke qui déferle, je ne sais pas si se pointer à l'université avec un projet de thèse sur Sam Peckinpah serait très bien reçu. Enfin, je dis, je sais pas. Hein. Mais sinon, il a été très étudié dans les années 80, 90, 2000. En France, vous savez, ce que j'appelle moi la critique légitimante, c'est-à-dire celle qui vous fait accéder au premier rang, elle est aux mains des intellectuels, souvent des professeurs, donc c'est pas trop leur tasse de thé. Mais il y a quand même deux ouvrages qui sont au départ je crois, des thèses universitaires. Il y a le livre de Camille et puis le livre de Cosse, hein, sur la violence du crépuscule. Quel beau titre, j'aurais aimé. Celui de Camille, c'est sur Sam Peckinpah, un cinéaste dans le système. Et puis, il ne faut pas oublier non plus je crois que c'était en 2015, il y a eu une rétrospective assez complète, presque complète à la Cinémathèque. Hein. Donc, je ne vais pas jouer le coup au moins sur ce plan-là, des auteurs maudits, disons, que c'est quelqu'un qui est connu, reconnu, et alors on en parlera peut-être, mais son influence est soulignée par, j'allais dire, de nombreux confrères qui se réclament au moins d'une partie de l'œuvre de Sam Peckinpah. Je discutais récemment avec l'historien de cinéma et critique, Jean-Baptiste Thoré, et il me disait que, par exemple, alors déjà, je vais montrer le livre, c'est important, parce que je ne l'ai pas montré, voilà. Et en plus de cela, la couverture, c'est Dustin Hoffman, c'est dans le film Chien de paille. Et c'est marrant parce qu'avec Jean-Baptiste Thoré, on parlait de ça, de ce film-là. Et c'est un film qu'il avait l'habitude, très souvent, de présenter lors de soirées, dans des cinémas, etc. Et il me disait, en 10 ans, si je devais essayer d'expliquer comment le public, dans sa généralité, a évolué, je ne dis pas régressé, ou a évolué dans sa manière de recevoir un film. Il me disait, je prends comme exemple Chien de paille. Pendant 10 ans, j'ai présenté Chien de paille. Aujourd'hui, je sais que je ne peux pas présenter Chien de paille. Je ne peux même pas le montrer. Ça sera très compliqué. Et on pense notamment à une scène très particulière dans Chien de paille. Je crois que vous savez exactement de quoi voilà. C'est ce qu'on va appeler de manière assez sommaire, excusez-moi, la scène du viol. On va dire ça comme ça. Des viols. Ouais, des viols. C'est vrai, en plus, des viols. Oui, effectivement, parce qu'il y en a. Oui, effectivement. Et il me disait, si je commence à en parler de ça, ça risque d'être compliqué aujourd'hui.
Et parce que vous aviez un petit peu évoqué ça au début de l'émission, quand vous utilisez le mot woke, et est-ce qu'aujourd'hui, un cinéaste comme Sam Peckinpah, alors vous me disiez, on va peut-être en parler, mais parlons-en dès maintenant par rapport aux influences, il est extrêmement inspirant, en tout cas, pas forcément de la part des cinéastes, hein, mais aussi beaucoup de gens aujourd'hui, ils voient beaucoup de choses intéressantes dans le cinéma de Peckinpah. Mais aujourd'hui, montrer des films comme ça de Peckinpah, dont celui-ci, par exemple, qui fait partie de cette grande période de Peckinpah, c'est les années 70, est-ce que c'est compliqué, selon vous? Là aussi, je vais avoir une réponse assez nuancée. Je dirais que il n'est pas aujourd'hui les films, ça passe essentiellement par la télévision, que ce soit bon les chaînes qu'on pourrait dire publiques, gratuites, et surtout les chaînes privées. Or, sur ces chaînes-là, Peckinpah est souvent programmé. Bon, pas les chiens de paille, mais on peut commencer par évoquer les chiens de paille qui a eu des problèmes dès le début, dès le départ. Dès le départ. Et je vous signale, alors c'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça. Les chiens de paille, quand il est sorti, ça devait être en 70 ou 71. Quand il est sorti, en France, il a bénéficié, si j'ose dire, d'une interdiction au moins de 18 ans. Elle a été d'ailleurs, si le film est projeté, et là, Jean-Baptiste Touré a raison, il y a quelques années, on le voyait encore sur les chaînes Ciné Plus ou sur TCM, on le voyait encore. Ça fait un petit moment que je n'ai plus vu Chien de paille, alors que on voit très régulièrement Coup de feu dans la Sierra et la Horde sauvage, on la voit assez régulièrement. Pas de Gareth Pilkington aussi. Alors celui qui est diffusé partout, y compris sur les chaînes publiques, c'est le Guet-apens. Bon, mais je reviens à l'histoire de Chien de paille. Donc en France, il a une interdiction moins de 18 ans. C'était vraiment tout à fait logique, il faut être honnête, hein, par rapport à la sensibilité de l'époque. Bon, par rapport, je dirais, à la susceptibilité de, non, pas vraiment de la censure, mais si, il y avait une commission quand même. Hein. En Amérique, ils voient pas le même film. Parce que pour obtenir pour ne pas obtenir la fameuse interdiction au moins de 17 ans et avoir une restriction adolescent accompagné par un adulte, il a fallu supprimer la deuxième scène de viol. Ce qui quand même dénature un peu le film. Bon. Mais alors, le plus, j'ose dire, le plus cocasse, c'est l'histoire anglaise. En Angleterre, il a aussi le même problème qu'aux États-Unis, mais quand il s'est agi de faire une version DVD, il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen parce que on lui a attribué un X. Il a été Xé en Angleterre, et aujourd'hui encore, si vous achetez si vous vous procurez l'édition collector de Straw Dogs en anglais, vous verrez qu'il est interdit au moins de 18 ans, il est Xé encore. Donc c'est un film qui a eu des problèmes je dirais, dès sa première projection, hein, et même ses pré-projections. Moi, je m'y attarde très longuement dans mon essai, je m'y attarde très longuement. Je suis pas, je ne fais pas de la géographie, je ne fais pas de Peckinpah un saint. J'analyse très clairement les tenants et les aboutissants de tous ces films, et en particulier de celui qui est, à mon sens, le plus dérangeant, mais vraiment, et qui restera le plus dérangeant, même si aujourd'hui, je reviens à cette histoire de vague woke ou de féminisme, j'allais dire, justifié, mais aussi exacerbé, même si ça évolue, et ça évoluera, il faut pas se faire d'idées. C'est un film qui est extrêmement dérangeant. Très, très dérangeant. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Il était dans le cadre des années 70, et il est encore plus aujourd'hui avec la sensibilité. Mais il l'était dans le cadre des années 70, et ce film qui est le grand film, enfin, c'est un film immense dans l'histoire du cinéma, lui,
c'est vrai qu'il va avoir, il va avoir du mal à accéder au rang de classique facilement visible. Tout le monde sait qu'il existe, il n'est pas interdit, vous pouvez se le procurer en DVD, mais il pose problème. Et effectivement, même dans l'analyse, il va poser des problèmes. Alors, j'ajoute juste, c'est le film de Peckinpah que j'admire peut-être, enfin, je ne dirais pas que j'admire le plus, mais qui est vraiment, pour moi, le plus difficile à voir. On parle bien de Chien de paille. Oui. Ouais. Non, mais il est assez impressionnant. Moi, je l'ai revu récemment. Il est, comment dire, ce qui est encore plus drôle, c'est que, plus drôle, pardonnez-moi. Mais on va dire ça, si, on va dire le mot drôle, parce que je pensais aussi à ce qui a été fait après l'espèce de remake un peu particulier. Et je me dis que le remake aurait pu être fait à un temps très éloigné, alors que le film de Peckinpah aurait pu être fait il y a 2 jours. Non, et pas forcément sur ce qu'il traite, sur ce que ça questionne, parce que on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même l'histoire d'un gars qui a quitté son pays natal parce que trop de violence. Enfin, c'est intéressant, ça. Et puis ça parle aussi beaucoup de Peckinpah, donc c'est passionnant cette idée-là quand même. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc déjà ça installe le décor. Non, Peckinpah n'est pas forcément quelqu'un qui se délecte de ça, mais c'est intéressant. Mais en le revoyant, revoyant il y a quelques jours, je suis encore frappé par cette capacité, cette propension à avoir toujours une longueur d'avance, mais pas forcément sur ce qu'il questionne, sur sa mise en scène, sur la manière qu'il a de travailler sa caméra, sur la scénographie. C'est assez prodigieux. Mais bon, on va en parler, mais je voudrais juste, on va refermer parce qu'on a commencé un peu, c'est un désordre, mais je m'y attendais un peu parce que Straw Dogs, c'est pas demain que vous le voyez sur Antenne 2. Oui, déjà Antenne 2, oui, oui, effectivement. Mais moi, j'aimerais savoir comme ça, juste, voilà, qu'est-ce que ça représente Peckinpah dans votre histoire du cinéma, dans votre propre histoire du cinéma? C'est qui Peckinpah dans votre histoire du cinéma? Écoutez, je peux très bien la retracer, très très bien. Parce que Peckinpah a 2 films près, c'est un cinéaste, j'allais dire, qui est mon contemporain. C'est-à-dire que j'ai vu, pour ainsi dire, tous ces films dans l'ordre à mesure qu'ils sortaient. En fait, pas vraiment. J'ai vu la première fois... le premier film de Peckinpah que j'ai vu, c'est Major Dundee. C'était l'année de sa sortie. Donc, là, celui-là, c'était l'ordre. Je n'avais pas vu New Mexico, que d'ailleurs, j'ai jamais vu en salle, c'est pas grave. Et je n'avais pas encore vu le Coup de feu dans la Sierra. Moi, j'ai souvent le titre anglais qui me vient, Gun in the Afternoon, ou Ride the Our Country. Et donc, je l'avais pas vu. Donc, je commençais à être un cinéphile. Je vois Major Dundee. Je suis impressionné. C'est pas pour moi. Déjà, c'était pas pour moi le plus grand film que j'avais vu. Pour moi, c'est La prisonnière du désert. Donc, mais bon, je vois. Et puis quelques années plus tard, peu d'années plus tard, au 3 Luxembourg, là, à Paris, je vois Ride the Our Country. Alors là, je me dis, je dis, on a affaire à quelqu'un, parce que tout d'un coup, je reconstitue, quoi. Puis, ensuite, c'est toute la série, quoi. La Horde sauvage, Junior Bonheur, tout ça, Straw Dogs, j'ai dit tous vus dans l'ordre. Alors, moi, ce que ça représente, pour moi, c'est, je dirais, c'est le cinéma, quoi. Le cinéma tel que je le conçois, c'est-à-dire véritablement l'art de dire des choses par les images et qui ne pourraient pas être dit autrement. C'est ça qui est intéressant. Alors, excusez-moi, je reviens au Chien de paille. Si vous lisez les Chiens de paille, c'est n'importe quoi. Le roman n'a pas d'épaisseur. Hein. Et quand vous voyez le film, pourquoi vous êtes si dérangé? C'est parce que c'est un cinéaste qui, comme tous les grands cinéastes, s'exprime parfaitement par l'image et ne pourrait pas s'exprimer autrement. Hein. Pour moi, et alors ça tient pour moi deux choses, hein, parce que d'une part ça tient à une sorte de souffle. Vous savez, au début de Pierrot le Fou, Pierrot Ferdinand rencontre
tout à fait par hasard un cinéaste américain, c'est Samuel Fuller. Vous vous rappelez sans doute de cette scène de Pierrot. Et alors, comme ils s'ennuient tous les deux d'ailleurs, Pierrot demande à Samuel Fuller c'est quoi le cinéma, puis alors il y en a une qui traduit, et c'est la traduction, c'est le cinéma, c'est un champ de bataille, c'est l'amour, c'est la haine, c'est la violence, c'est la mort. En un mot, l'émotion. Et je crois que le mot clé pour Peckinpah, y compris dans ses films les plus problématiques, disons, c'est qu'il arrive à créer de l'émotion. Il arrive à créer comment? Pour ce qui est pour moi peut-être le must du cinéma, c'est-à-dire son art du montage, qui n'a que deux autres maîtres, comme lui, je veux dire, c'est Eisenstein et Kurosawa. Hein, c'est ça pour moi. Après les histoires, bon, on pourrait dire, c'est comme d'ailleurs c'est comme pour la littérature, c'est pas le sujet qui compte, c'est la manière dont on le traite. Peckinpah, c'est un vrai cinéaste, il traite tout par des images. Et les grands cinéastes, c'est des gens qui font des films avec des images. Alors vous me dire, mais vous êtes en train de sortir la plus grosse des banalités. Non, moi la plupart des films que je vois, ils n'ont pas d'image. Hein. Ils font défiler des gens devant une caméra. C'est-à-dire que chez Peckinpah, ce qui crée la gêne, c'est au sens propre la mise en scène. Comment il arrive à traduire quelque chose. Les scènes de viol, on en a vu des dizaines, on en voit des dizaines. On en a vu des plus, comment dire, entre guillemets, gratinées que chez Peckinpah. Mais pourquoi la sienne est si impressionnante alors qu'il y a très peu de choses montrées? Elle l'est par la mise en scène, par le montage, et par bien sûr les cadrages, comme la violence. D'ailleurs, la violence fait partie du motif. Oui, mais elle est. Pardonnez-moi, on revient encore et toujours à Chien de Paille, mais peut-être que ça peut être intéressant aussi de parler d'un film et qui nous servirait à parler de l'œuvre du cinéaste et donc bien évidemment du livre que vous avez écrit, parce que je rappelle encore et toujours que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un livre, c'est celui-ci, le cinéma de Sam Peckinpah, et c'est édité chez Leitmotiv, toutes les informations dans la vidéo. Je reviens à Chien de Paille, je reviens à cette séquence du viol, le premier viol, mais ce qui est assez, ce qui en fait aussi sa force, paradoxalement, c'est aussi son ambiguïté. Et là, pour le coup, on est à l'intérieur, c'est ça qui fait aussi. Et là où je veux en venir, c'est est-ce que vous pourriez nous dire, en gros, c'est quoi un film de Sam Peckinpah? Ça, c'est difficile à dire, mais j'ai envie de vous dire, un film de Sam Peckinpah, c'est comme un morceau de Mozart, une interprétation de Charlie Parker. Il faut 3 mesures pour voir ce que c'est. Et Peckinpah, regardez simplement les génériques, les grands génériques. Quand vous voyez le générique de La Horde Sauvage, vous êtes collé sur votre fauteuil. Quand vous voyez le générique de Chien de Paille, c'est pareil. Quand vous voyez Julien Bonheur, le moins connu des films de Peckinpah, vous vous dites, c'est Peckinpah. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette façon de s'engager dans son sujet, quel qu'il soit. Car je le dis tout de suite, Peckinpah, c'est quelqu'un qui a très, très rarement choisi ses sujets. Très rarement. Il travaillait le plus souvent à la commande, parce qu'il avait besoin de travailler, il avait l'angoisse de ne pas travailler. Bon, on connaît ou on connaît pas quand même l'histoire de Peckinpah, qui est quand même assez tragique en elle-même. Et vous voyez cette façon de s'engager dans le film, c'est-à-dire que même quand on lui demande de faire le dernier film, Osterman Weekend, c'est vraiment de la soupe, le scénario est mal fagoté, on lui dit qu'il faut rien toucher. D'une manière assez ironique, il finit comme il a commencé. Il n'avait rien eu le droit de toucher pour New Mexico, et il n'a rien eu le droit de toucher pour Osterman Weekend. N'empêche qu'Osterman Weekend, c'est pas fait par X, Y ou Z, c'est fait par Peckinpah, parce qu'il y a un véritable engagement dans le travail. Et dans n'importe quel film, il arrive à retrouver, comment dire, la cohérence d'un univers qui lui appartient en propre. C'est-à-dire qu'on retrouve les thèmes, les motifs,
un univers imaginaire. Et cet univers imaginaire, je veux dire, en dernier ressort, il renvoie, je dirais, à son imaginaire vraiment personnel, c'est-à-dire presque à son autobiographie. Donc, ce serait quoi? Parce que vous parliez de... Alors, bien évidemment, c'est ce que vous racontez dans le livre, mais vous parliez de la vie tragique de Peckinpah, du rapport à l'autobiographie. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme Ford. Si on veut comprendre un peu qui il est, il faut voir ses films, mais c'est quand même assez bien distillé dans ses films. Oui, oui. Il faut voir ses films. Alors là, on va abandonner les chiens de paille, hein, parce que c'est pas un film personnel, en fait. Il a dit, je vais leur en donner pour leur argent. Non, mais il y a un côté cynique chez Peckinpah. Mais en même temps, c'est pas le cynisme de celui qui a fait le remake, quoi. Le remake, c'est nul. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Donc, pour vous donner, on va repartir presque du début, c'est-à-dire de Coup de feu dans la Sierra. Coup de feu dans la Sierra, c'est ce que dans le livre j'appelle le film du père. Hein, pourquoi? Parce que c'est un film qui, je dirais, porte toute la nostalgie, et c'est le premier dans la série, de la disparition de l'Ouest, du vieil Ouest, puisqu'il met en scène deux cow-boys de la grande époque sur le déclin, n'est-ce pas? Et il les met en scène dans le décor, c'est le seul film d'ailleurs, dans le décor qui est celui de l'enfance de Peckinpah, c'est-à-dire la High Sierra, puisque son grand-père maternel avait un ranch, un très grand ranch dans la High Sierra, et au fond, le décor de Coup de feu dans la Sierra, ben, c'est le décor de son enfance. Et les thèmes du film sont des thèmes qui sont des thèmes chers à Peckinpah, c'est-à-dire disparition de l'Ouest, puisqu'au début, quand John McCree arrive dans la ville, il croit qu'il est acclamé, lui il arrive à cheval comme un cow-boy des années 1870, alors qu'on est en 1905, 6 par là, et il y a des voitures, il y a des vélos, enfin, c'est une sorte de personnage décalé complètement par rapport à l'actualité de la scène. Elle se passe en 1905-6, lui il arrive en 1870. Eh bien, cette vision d'un Ouest qui finit, c'est la vision qu'a Peckinpah. Et dans ce film, il reprend aussi, j'allais dire, des thèmes personnels. Par exemple, le personnage de Joel McCree, eh bien, il emprunte à la figure de son père, hein, par sa rigueur. Vous savez, vous vous rappelez peut-être la grande discussion sur quand Randolph Scott lui dit mais enfin t'es un peu idiot quoi, puisque Randolph Scott voudrait s'adapter au monde moderne. Hein. C'est pour ça qu'il voudrait voler l'or des mineurs. Il dit mais t'es un peu idiot, on va mourir comme des miséreux alors on pourrait prendre l'argent. Et John McCree lui répond moi ce que je veux c'est rentrer chez moi justified, justifié, la tête haute. Et ça, c'est une phrase que le père de Sam répétait. Et il dit d'ailleurs dans un, je sais plus quel entretien, il dit je dois à mon père cette réplique, c'est-à-dire la rigueur, les valeurs, chose qu'il n'a pas toujours tout respecté. Mais vous voyez, c'est ça que j'appelle la dimension autobiographique. Et alors là, c'est très net dans Coup de feu dans la Sierra. Ailleurs, c'est beaucoup moins net. Mais il y a des thèmes qui lui sont chers. L'ordre, le désordre, la justice et l'injustice, la violence, bien sûr, mais la violence pas gratuite, hein, pas gratuite. Et il y a aussi ce qui appartient à sa biographie, c'est la lutte de l'individu contre l'institution. Alors, l'individu ou le groupe d'individus, là, ce serait le cas d'un ordre sauvage. Chez Peckinpah, il y a toujours un affrontement entre l'individu et l'institution. Et alors, bien sûr, c'est facile de faire la transposition, peut-être même un peu trop facile, de faire la transposition entre les personnages de Sam Peckinpah, les anti-héros de Sam Peckinpah et l'homme Sam Peckinpah
qui, bon, les amateurs de Peckinpah le savent, a toujours eu d'énormes problèmes avec les producteurs et les studios. Et bien sûr, il en avait avec lui-même, mais ça, c'est une autre question. Est-ce que on sait que Peckinpah, c'est ce que vous écrivez dans le chapitre 2, dans la deuxième partie en tout cas du livre, il vient de la télévision, il a commencé en tout cas par la télévision. Est-ce que c'est là qu'il a appris Est-ce que c'est là que son style, son regard s'est construit? Il a commencé par la télévision. Je vais vous dire que vous avez fait une émission il y a quelque temps sur le cinéma de Nouvelle Hollywood. Sur le Nouvel Hollywood, et votre intervenant a parlé de l'importance de la télévision pour les réalisateurs du Nouvel Hollywood. Il ne cite pas Peckinpah, je crois, je ne me rappelle plus, mais je ne pense pas qu'il s'était. Je ne pense pas, non, je ne pense pas, oui, je pense pas. Et pourtant, de tous ces réalisateurs qu'on appelle du Nouvel Hollywood, moi, je n'ai pas utilisé le terme, mais je suis, bon, l'étiquette me convient parfaitement. De tous les réalisateurs du Nouvel Hollywood, c'est Peckinpah qui a la plus grande carrière, j'allais dire télévisuelle. La plus grande carrière. Est-ce qu'il a appris des choses? Oui, et, je dirais que d'un côté, il a tout appris parce que à la télévision, il faisait tout, quoi. Il a commencé par écrire simplement les scripts pour la flèche brisée. Je pense que c'était ça le premier. Mais après, il est devenu à la fois scénariste, réalisateur et producteur. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une activité assez importante, très importante, en particulier dans le dernier de ces feuilletons qui s'appelait The Westerner, et qui est considéré comme une des meilleures séries télévisées de la télévision. Bon, avec les moyens, bien sûr, qui sont ceux restreints du petit écran avec les bords arrondis, etc., etc. La publicité et tout et tout. Donc, à la télévision, il a appris le métier. Mais la télévision, pour lui, c'était quand même, comment dire, très restrictif. Il pouvait pas se livrer à ce qu'il voulait, c'est-à-dire, il lui manquait la dimension. Il travaillait sur une demi-heure, 50 minutes, sauf, et ça, bon, s'il n'est pas connu parce qu'on peut pas voir le film, sauf dans, je dirais, un téléfilm qu'il a tourné au moment de son premier creux, creux, c'est-à-dire le moment où il a été borduré d'Hollywood, quand personne ne le voulait, et on lui avait donné une chance à la télévision pour un téléfilm qui s'appelle Noon Wine. Je ne sais pas si c'est traduit en français. Les vignes de midi, c'est tiré d'une grande nouvelle de Catherine Porter. Et ce téléfilm, c'est un chef-d'œuvre. Et la preuve, c'est qu'il est reconnu comme tel, mais on ne peut pas le voir. Je ne pense pas qu'il existe en DVD. Et il y a comme acteur Jason Robards, qui deviendra un de ses acteurs fétiches, et puis Olivia de Havilland. Donc, vous voyez, c'était quand même une production. Ça, c'est un film où il a eu, un téléfilm où il a eu des moyens. Mais il avait déjà commencé au cinéma. Hein. Tandis que dans sa carrière vraiment télévisuelle, la dimension du petit écran ne lui convenait pas. Hein. Mais il a appris le métier. Comme on dit, il a appris le métier, quoi. Comment on fait pour approcher une œuvre comme celle de Peckinpah lorsque cette œuvre-là a une place importante dans sa cinéphilie? Comment vous avez construit ce livre? Comment vous avez défini la structure? Je l'ai construit, j'allais dire, selon, je dirais pas une théorie, c'est pas une théorie, hein, selon un modèle qui est celui que j'ai employé dans plusieurs essais. C'est-à-dire que je considère que alors, je considère qu'on ne peut pas séparer l'œuvre, non pas de l'homme, comment dire, biologique, mais de l'homme et de son imaginaire personnel. C'est-à-dire, pour moi, il y a un lien forcé, sans que ce soit forcément du style roman autobiographique, film autobiographique, hein, mais je considère qu'on ne peut pas le séparer. Parce qu'une œuvre, c'est se construit sur la durée
et c'est lié finalement à la durée de son créateur et aux affects de son créateur. Alors, chez Peckinpah, c'est très intéressant, parce que vous voyez, quand vous relisez l'œuvre, quand vous la revoyez, vous voyez que c'est intimement lié à son histoire personnelle. Alors, intimement lié parce que il faut le reconnaître. Quand il fait ce qu'on peut considérer son premier film, parce que New Mexico, c'est un truc un peu à part, c'est pas la peine qu'on perde du temps là-dessus. Mais quand il fait Gun in the Afternoon, ou Right Here Country, comme on veut, on considère, on dit, ouais, en Europe, on dit, c'est l'héritier de Ford, c'est vraiment... Bon, en Amérique, c'était un film qui a même pas été vu, il était dans les doubles programmes. Puis après, il fait Major Dundee, et la catastrophe, il commence à se mettre à dos tout le monde. Enfin, les producteurs, les finances, il dépasse le budget, il s'engueule avec ses acteurs, même si Charlton Heston a abandonné une partie de son salaire pour finir le film. Bon. Et là, bon, le film, il a pas de succès, plus le scandale que crée Peckinpah, et donc il tombe dans l'oubli. D'autant qu'il se fait virer d'un film qui a toujours du succès, Le Kid de Cincinnati. Donc, vous voyez, Peckinpah tombe dans une sorte je sais pas s'il était miséreux, je crois pas, mais vous voyez, il est oublié, il est oublié, et il faut un coup de chance pour qu'il soit relancé par La Horde Sauvage. Il faut un coup de chance. Et alors, avec La Horde Sauvage, il devient un auteur, il devient véritablement un auteur, avec tous les problèmes que la violence du film, parce que c'est quand même, bon, je sais pas si je l'ai pas dit, mais bon, je crois qu'il faut le dire, c'est bon, le bon moment, c'est quand même l'initiateur de ce qu'on appelle l'hyperviolence au cinéma. C'est-à-dire une forme graphique de représentation de la violence. Pour moi, beaucoup plus, j'allais dire, dérangeante que chez Arthur Penn et dans Bonnie and Clyde, où il y a un petit côté un peu romance, glamour, malgré la violence. Pas dans toutes les scènes de violence, mais dans beaucoup. Enfin, tandis que dans La Horde Sauvage, 1969, ça a secoué quand même. Hein. Le massacre de San Rafael, ça a quand même impressionné. Il y a des gens qui écrivaient à leur congressman pour dire, mais comment on autorise un film comme ça? Il a été... mais en même temps, il a défini, j'allais dire, un modèle, et je crois que La Horde Sauvage, c'est le film qui a influencé beaucoup de cinéastes, et qui a lancé Peckinpah. Je dirais pas que c'est un film qui a été pour lui heureux, parce que il y avait toujours des histoires, et il y a toujours eu des histoires, mais à partir de La Horde Sauvage, un metteur en scène, je veux dire, opportuniste, professionnel et opportuniste, aurait eu une carrière tracée, une autoroute devant lui. Or, il s'est acharné à toujours tout abîmer, tout esquinter, tout. On se demande pourquoi. Alors qu'il aurait pu avoir, je veux dire, là, ça y est, il était lancé, quoi. Il suffisait qu'il nous refasse, qu'il soit sage. Mais ses démons intérieurs, sa personnalité, et c'est pour ça, vous voyez, pourquoi j'ai choisi cet ordre chronologique, parce qu'on suit les films en même temps qu'on suit l'homme, ou si vous préférez, on suit l'homme en même temps qu'on suit les films. Comment vous pouvez expliquer, et pas que avec La Horde Sauvage, hein, mais aussi les films qui sont arrivés juste après, comment vous pouvez expliquer cette pas fascination, cette espèce de langage cinématographique qu'utilisait Peckinpah dans sa manière de questionner la violence, que cela soit par le montage aussi, avec ses rythmes complètement saccadés, ses répétitions, et puis surtout le fait que parfois les séquences étaient extrêmement étirées. Vous parliez de La Horde Sauvage, mais le massacre final est aussi dérangeant, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, parce que ça prend le temps aussi, et ça on est toujours très surpris. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, je vous vois une parenthèse, je la referme très vite.
mais quand j'étais gosse, il y avait déjà le télépoche à l'époque, et il y avait pour chaque film une espèce de petit logo qui représentait un couple avec avec leurs deux enfants, et pour chaque film, si ce logo était en vert, c'est-à-dire que le film était accessible pour tous les publics, ou alors après orange, c'est qu'il y avait des scènes un peu violentes, et rouge, c'est que c'était interdit aux enfants. Et la première fois que j'ai vu ça associé à un western, c'était pour La Horse sauvage. Et moi, je ne comprenais pas, puisque pour moi, les westerns, tout le monde peut voir les westerns. Donc, c'est comme ça que je suis allé voir en cachette ce film-là. Et c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'on n'a jamais vu ça. Quand on regarde un western comme celui-ci, on n'a jamais vu ça. Donc, je referme la parenthèse. Comment vous pouvez l'expliquer, cette propension de Peckinpah à questionner la violence de cette manière-là? Bon, Peckinpah a toujours prétendu que la représentation de la violence au cinéma, et encore pire par la télé, dit-il, elle est fausse. C'est-à-dire que c'est juste des images. On n'entre pas à l'intérieur. Et il prétendait, alors c'est ce qu'il disait lui, qu'il fallait frotter le nez des gens dans la violence pour voir que mourir, c'est pas facile, que ça fait mal. Et donc, il voulait essayer d'atteindre, je dirais pas, non pas le réalisme, parce que ces films ne sont pas réalistes, hein, mais l'authenticité. C'est-à-dire de faire ressentir, d'être gêné. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, je m'excuse, mais je reviens forcément à Frodox. Pourquoi on peut pas montrer la scène du viol? C'est pas parce qu'on voit des trucs qu'alors que les publicités nous montrent la même chose. Hein, c'est que c'est gênant. C'est extrêmement gênant. Et la violence dans La Horse sauvage, elle est aussi gênante. Par exemple, cette espèce de cynisme qui fait qu'on se mélange aux gens pour pouvoir sortir du bureau où on a fait le hold-up, et en espérant qu'ils vont lui tirer dessus, quoi, en sachant qu'on va tirer sur la foule, sur les innocents. Hein. Ça, c'est gênant, parce que normalement, dans un film de violence, avant Peckinpah, les méchants et les bons, ils se réglaient leur compte poliment. Hein. Et puis, il faut préciser que ce que vous êtes en train de raconter, c'est le début du film. Hein, oui, c'est le début, oui. Voilà, ça peut... D'emblée, on rentre là-dedans. Je veux dire, on rentre là-dedans. Alors, non seulement la scène de hold-up, ça c'est classique, c'est classique. Puis alors après, il y a la fusillade entre les gendarmes et les voleurs. Hein. Mais chez lui, c'est pas ça. Chez lui, pour montrer que c'est sale, la violence, eh ben, ça se déroule au milieu du défilé de la Ligue, ironie, anti-alcoolique. C'est une ironie parce que quand on sait que l'alcool et Peckinpah, ils sont inséparables. Hein, et ça se déroule au milieu, et il y a beaucoup plus de victimes innocentes que de victimes, j'allais dire, impliquées dans l'affaire. Alors, et surtout qu'à la fin, quand tout retombe, on a les chasseurs de primes qui se disputent pour savoir qui a tué qui, quoi. Celui-là, c'est le mien, mais non, ça, c'est le tien. Et ça se reproduit exactement pareil à la fin, lorsque les chasseurs de primes arrivent sur la scène du massacre qu'on appelait du Bloody Porch à Agua Verde, et que la seule chose qu'ils pensent, c'est arracher les dents à Nord, prendre les armes. Bon, et cette manière de refuser une vision aseptisée de la violence, alors c'est là qu'il utilise ensuite sa technique, c'est-à-dire le montage expressif, comme on dit. Et surtout, ce qui me paraît le plus intéressant dans le montage expressif de Peckinpah, bien sûr, les ralentis, qui s'écrivent souvent par des ralentis, c'est le fait qu'il distend la durée. C'est-à-dire, ce qui dure quelques secondes va durer une demi-minute chez lui. Vous voyez. C'est ça. Alors, le bel exemple, c'est l'exécution du général Mapache, qui est allongé en je sais pas combien de plans, plus d'une dizaine de plans, entre le moment où la balle lui entre dans le corps et le moment où ça ressort, quoi. Hein. C'est ça. Et alors, bien sûr, le risque qu'il y avait et qui est réel, c'est qu'il l'a esthétisé, tout en voulant dénoncer la violence.
qu'on me dise pas qu'il n'y a pas une esthétique de la violence. Mais il y a une esthétique de violence chez Delacroix aussi, il y a une esthétique de la violence chez plein d'artistes, hein, chez plein d'artistes. Mais je vais pas vous dire, ah, vraiment, c'est un moraliste, hein, parce que en même temps, il y a une sorte comment dire, d'esthétisation de la violence. Peckinpah en avait d'ailleurs conscience en disant, quand il disait, mais les spectateurs, ils sont comme ça, hein, et finalement, ils aiment ça, quoi. Alors, il faut savoir que dans le livre, on a parlé on a dû dire peut-être 0,001% de ce qu'il y a dans le livre. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous plonger dans la lecture de ce livre. C'est le cinéma de Sam Peckinpah. C'est signé Alain Cresciuti et c'est édité chez Leitmotiv. En tout cas, ça donne une espèce de teaser à notre conversation sur ce livre et bien évidemment sur les films, hein, qui sont, je crois, pour la plupart, tous accessibles, si je me trompe pas. Je pense que sont tous peut-être, je suis curieusement Junior Bonheur. Alors, je sais pas pourquoi il est assez difficile de se procurer une version correcte de Junior Bonheur, qu'il faut dire, lui, alors pourtant, il fait du mal à personne, hein. On ne peut pas dire que ce soit un film subversif, mais il ne passe, alors c'est peut-être des questions de droit, je ne sais pas, à part Junior Bonheur, je crois que tous les films sont accessibles. Bien sûr, le plus accessible, c'est La Horde sauvage. Il en existe, je sais pas combien et dans c'est ça, remasterisé. Oui, tout est fait. Oui, est parfait. Mais même les derniers films comme Osterman Weekend ont bénéficié de rééditions très soignées, avec des bonus. Non, c'est pas. On revient à notre conversation du début. C'est pas un auteur oublié ni méconnu, sans doute un peu sous-estimé. Voilà, exactement. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Je vous en prie, dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour vous procurer le livre. Très bonne journée et à très vite. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.